Que serait le domaine de la programmation si nous ne prêtions pas attention à la qualité du code? Eh bien, pas grand-chose. La qualité d'un logiciel provient de la qualité de son code. Imaginez une concession automobile qui vend des voitures non lavées. Est-ce que vous seriez satisfait de la qualité du produit? Je ne pense pas. En programmation, c'est la même chose. Lors de gros projets informatiques où des personnes collaborent entre elles, la qualité du code est devenue essentielle, voire vitale. De nombreux outils existent pour nous guider afin d'obtenir un code source avec la meilleure qualité possible. SonarLint est un des plugins proposés par SonarSource. Celui-ci fournit un retour d'informations à la volée aux développeurs sur les nouveaux bugs et les problèmes de qualité injectés dans leur code. Tout ça en utilisant les règles d'analyse de SonarCube. Pour fournir ce retour, SonarLint se base sur le code qui vient d'être ajouté ou mis à jour. Il permet d'identifier les corrections à réaliser et vous donne des recommandations sur la manière de le résoudre. Tout ça avant même de faire un commit. De ce fait, le coût de la qualité du code est extrêmement réduit, voire invisible. Utiliser des logiciels tels que SonarLint est d'un intérêt colossal pour soi-même, afin de travailler avec le code source le plus lisible et le plus logique possible. Mais cet intérêt est encore plus grand si vous travaillez en équipe et que votre code doit être lu par un autre développeur. Comprendre un code source qui n'est pas de soi est déjà une tâche ardue, mais elle l'est encore plus si elle comporte des bugs ou des erreurs. Bonjour, donc on se retrouve pour la partie pratique concernant SonarLint. Donc avant de rentrer dans les choses assez techniques, je voudrais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Donc c'est le site officiel de SonarLint. Donc si vous rendez dessus, vous allez voir que on vous explique comment bien installer le plugin sur différents IDE ou des éditeurs de texte assez poussés comme VS Code. Mais c'est pas le but de ce tuto, donc je vous laisse aller voir par vous-même. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie basse du site. Donc si vous rendez dans Community Forum, vous allez pouvoir avoir accès donc au forum communautaire du plugin, qui est répertorié par différentes catégories. Donc on voit donc les mises à jour, les rapports de bugs, les demandes d'aide, les nouvelles fonctionnalités, etc., etc. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que si des fois vous bloquez sur le plugin, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, vous pouvez par exemple aller dans la catégorie demande d'aide. Et donc là, vous pourrez poser votre topic et donc avoir une réponse assez rapide parce que c'est des professionnels qui répondent la plupart du temps. Donc vous n'avez pas à avoir peur de leur réponse. En général, ils vont bien vous aider et ça vous évite de rester bloqué sur le même sujet bêtement pendant des heures. Donc n'hésitez pas surtout à aller voir le site. Donc une fois que vous avez installé le plugin, la première chose à faire, ça va être d'afficher les fenêtres qui sont liées à celui-ci. Donc pour ça, vous allez vous rendre dans Windows, dans Show View, et donc là, vous allez avoir toutes les fenêtres qui sont relatives à l'IDE. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller dans Other. Donc là, vous allez avoir un petit package SonarLint qui contient les fenêtres. Et donc hop, on va pouvoir faire CTRL-clic sur toutes. Et une fois qu'on appuie sur Open, elles sont toutes affichées en bas. Donc chaque fenêtre a un rôle précis, que je vais expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Avant ça, je vais vous montrer comment faire pour lancer l'analyse de SonarLint. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai deux projets. Donc il y a le démineur, c'est un projet que j'ai réalisé exprès pour cette vidéo. Donc il est incorrect bien sûr, vu que le problème c'est de trouver grâce à l'analyse de SonarLint les problèmes liés à ce programme. Donc si des fois vous voulez travailler sur les mêmes sources que moi, je le mettrai dans la description. Et donc il y a plusieurs façons de lancer l'analyse de SonarLint. Donc une première chose avant de vous montrer comment le faire, c'est il y a une chose qui est assez intéressante, donc c'est la console. Donc la console vous l'avez déjà utilisée, ça permet lorsque vous exécutez votre programme de vous donner les sorties. Donc celle-ci c'est la Java Stack Trace Console. Donc, ça va donner tous les résultats de sortie de votre programme Java. Mais si vous allez ici, dans Open Console, vous pouvez voir qu'il y a trois types de consoles. Donc il y a Maven Console, on s'en fiche, mais il y a la console SonarLint. Donc nous c'est celle-là qu'on va utiliser. Donc ici vous voyez j'ai déjà des données. Donc vous allez vous me dire pourquoi. Et ben je vais vous montrer. D'abord on va clear la console, ça sera plus simple. Vous allez ensuite vous rendre sur votre projet, vous allez faire clic droit et vous allez dans propriétés. Ici dans propriété, vous allez voir qu'il y a un petit onglet SonarLint et dedans il y a une option. L'option elle dit quoi? Lancer SonarLint automatiquement. Donc là il est coché. Donc en fait le but ça va être de lancer l'analyse de code dès que vous allez ouvrir un fichier ou alors que vous allez ajouter quelque chose dans un fichier ou modifier quelque chose, l'analyse de SonarLint elle va se lancer.
Donc c'est assez pratique parce que ça permet d'éviter d'analyser un projet qui vient d'être fini, d'avoir 4000 problèmes à régler sur 50 fichiers, donc ça serait une horreur. Donc ça c'est assez pratique quand on a des gros projets, donc c'est de travailler en temps réel et d'avoir une analyse à la volée. Donc c'est comme vous, si vous connaissez par exemple Python, c'est un langage interprété, donc on a la compilation à la volée. Voilà, c'est la même chose, c'est que le SonarLint va vous donner des résultats dès que vous allez toucher à quelque chose. Donc c'est assez intéressant, ça te permet de régler les problèmes un par un. Donc je vous invite à l'utiliser franchement. Donc je vais vous montrer. Ici, j'ai la console de SonarLint qu'on a définie juste avant. Donc si je vais dans les sources, par exemple, je vais dans ce package là, j'ouvre la classe board. Donc là, on peut voir rien qu'en ouvrant la classe board, on me dit que SonarLint s'est exécuté sur le fichier, donc board.java. Et on me dit aussi qu'il a trouvé 11 problèmes. Donc ouais, je peux le refaire pour case. Donc pour case, SonarLint a trouvé 8 problèmes. Donc là, c'est assez pratique parce que dès que je vais ouvrir le fichier, hop, je vais pouvoir trouver les 8 problèmes qui lui sont associés dans les fenêtres à venir. Donc ça, c'est le premier moyen d'analyser le code avec SonarLint. Mais un autre moyen que moi j'utilise lorsque, par exemple, on a des petits projets comme des mineurs, ça ne sert pas à grand chose d'analyser constamment le code, parce que ça affiche des choses sans cesse et après ça devient illisible et enfin voilà quoi. Donc ici, je reviens sur mon projet dans les propriétés et je décoche le lancement automatique. Je peux clear ma console et donc là si je reviens, donc par exemple game je l'ai pas ouvert, donc logiquement si j'aurais laissé cocher une fois que j'ouvrais game, j'aurais eu le nombre de problèmes trouvés. Donc là vous voyez bien qu'il n'y a rien. Donc c'est normal vu que j'ai décoché le lancement automatique. Et donc pour analyser de façon implicite, par exemple je vais fermer tous mes fichiers, je vais aller sur le projet, et donc là vous avez un petit onglet SonarLint avec l'analyse. Et donc là en fait, quand je vais lancer l'analyse, donc il va mettre un petit message parce qu'il y a beaucoup de fichiers et donc l'analyse peut prendre un petit peu de temps, mais ça c'est pas un problème, vous cochez OK. Et donc là, on peut voir sur ton console, là il nous dit que SonarLint il a analysé tout le projet des mineurs. Donc là c'est 6 fichiers d'un coup. Et donc en fait, on voit que là, on a 41 problèmes trouvés. Et donc ces 41 problèmes trouvés, vous vous rappelez tout à l'heure, dans board.java, il y avait 11 problèmes. Et bah, c'est la somme de tous les problèmes de chaque fichier. Donc là, on a 6 fichiers. Donc tous les problèmes de chaque fichier, ça va nous donner le nombre total de problèmes. Donc maintenant que vous savez lancer l'analyse, je vais vous montrer comment on peut exploiter les données de celle-ci. Donc pour ça, vous avez 5 fenêtres. Donc la première, qui est la plus importante, c'est le rapport. Donc en fait, SonarLint, il fait en sorte de vous classifier les problèmes donc par ressources. Donc c'est-à-dire par exemple ici par fichier. Donc on peut voir que dans board.java, j'ai tous ces problèmes-là. Hop. Et ici board.test.java, j'ai un seul problème. Donc ça permet de classifier. Donc c'est assez pratique pour avoir une vue globale du projet. Donc on peut voir qu'un problème a un nom. Et donc pour exploiter ce problème, donc pour le régler, on a ce qu'on appelle la description de la règle. Donc hop, vous cliquez dessus et ça vous ramène sur cette fenêtre-là. Donc ici en fait c'est une documentation assez riche qui vous dit le problème et pourquoi c'est un problème justement. Il vous explique ce que vous faites de mal. Donc là il y a le nom de la règle qui n'est pas respectée. Ici il y a l'explication de pourquoi on a mis cette règle en place. Et donc là vous avez un exemple de code qui est non conforme. Donc en fait, ça représente votre problème à vous, de façon générale, et ici la solution du problème. Donc en fait, si vous suivez cette étape, puis ensuite celle-ci, vous allez réussir à résoudre votre problème. Donc en fait, ça va faire partie des deux fenêtres que vous allez le plus utiliser. Donc la troisième qui est assez intéressante, c'est le on the fly. Donc ça, en fait, vous avez compris, c'est la compilation à la volée. Donc dès que vous allez ouvrir un fichier, regardez, hop, là, j'ouvre case. J'ai tous les problèmes qui sont liés uniquement à la classe case. Donc je peux très bien changer de fichier. Donc voilà, board, etc., etc. Donc même si je modifie du code, ça peut me rajouter
les problèmes au fur et à mesure. Donc c'est assez pratique quand vous avez la liste vide, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'affiche, c'est que vous venez de créer un problème, donc il faut le résoudre maintenant. Donc il y a une autre fenêtre qui s'appelle Bindings, mais celle-là on va pas en parler parce que c'est hors cadre de ce tuto. Donc ça concerne SonarCube, qui est un serveur distant pour l'analyse de code, donc qui héberge des projets, mais hop, vous pouvez la fermer. Donc ici, on a une quatrième fenêtre donc, qui permet de localiser les issues. Donc par exemple, ici, si vous allez dans le rapport et que vous chopez une erreur, vous allez sur l'erreur elle-même. Donc vous pouvez double-cliquer ou go to ressources directement. Et il va vous montrer la ligne et le fichier donc, qui concerne l'erreur elle-même. Mais vous pouvez également aller dans Show In et dans le Package Explorer. Donc là, il vous montre à quel niveau est le problème dans votre arborescence de fichiers. Et ça, c'est pratique, mais ça permet de montrer où est le problème. Si on avait un problème qui lie plusieurs parties de code, bah, le go to resource, il fonctionne plus. Donc en fait, c'est là que l'issue location est intéressante. C'est par exemple si vous avez 4 else if, mais qu'il y a 2 des else if dans votre code où les instructions se répètent. Donc c'est pas normal, c'est un gros problème en programmation. On n'est pas censé avoir du code qui se répète. Et donc en fait, le but de issue location, quand vous avez cliqué sur le problème, il va vous montrer les deux portions de code dans tout votre projet qui concernent le problème en lui-même. Donc maintenant que vous savez à quoi servent les différentes fenêtres, ce serait bien de commencer à les utiliser sur un exemple concret. Mais juste avant ça, je vais vous montrer un truc qui est assez intéressant. C'est que SonarSource a mis en ligne la liste de toutes ces règles donc, à respecter pour avoir un code de qualité. Et donc on voit il y a plus de 3400 règles pour 27 langages de programmation différents. Donc c'est vraiment pas mal. Donc nous par exemple ici on est dans la catégorie Java. Et donc là on voit que Java a 612 règles à respecter. Donc vous pouvez les classifier. Donc là par exemple il y a toutes les règles qui concernent les bugs, donc, etc. Je vous laisserai fouiller. Et donc c'est assez cool parce que ça vous permet d'apprendre des problèmes ou de connaître des problèmes que vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer dans votre code. Donc justement pour les éviter ou juste pour votre culture G. Donc vous pouvez trouver également sur leur site l'ajustement de sévérité de leurs règles. Donc ça va vous expliquer comment fonctionnait la sévérité d'une règle avant leur nouvelle réforme. Donc ça je vous laisse libre à vous de le lire ou non. Mais ici on a le tableau qui est intéressant, donc qui permet de classifier euh, du, de la règle la plus importante à traiter à la moins importante, même si elles doivent toutes être traitées. Donc ici par exemple si je vais dans Java, je prends une catégorie au hasard et je tape hop cette règle, on voit qu'elle est dans l'état majeur. Donc c'est également ce qu'on avait tout à l'heure sur Eclipse. Donc là on a le degré de sévérité de la règle. Donc dans le tableau on peut voir que bloqueur c'est le degré de sévérité le plus élevé, donc c'est un problème qui est à traiter immédiatement. Si par exemple vous avez minor, c'est low, donc ça a un impact qui est faible sur la qualité de votre code. Donc vous devez le traiter en dernier, mais vous devez quand même le traiter. Donc voilà, c'était un petit aparté pour vous montrer qu'il y avait une petite doc dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc on peut passer maintenant à la partie technique. Donc le but c'est vraiment de comprendre comment résoudre un problème avec SonarLint. Et donc le but c'est pas de vous monter tous les problèmes qui existent, c'est juste de vous faire comprendre la manip. Donc si vous arrivez à résoudre un problème en particulier, vous allez réussir à résoudre tous les autres problèmes. C'est la même façon de procéder, donc il n'y a pas de souci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais traiter différents cas de problème avec vous en fonction des degrés de sévérité. Donc là, on peut voir un problème avec un degré de sévérité qu'on n'a pas vu jusqu'alors dans le tableau. Donc justement, on va s'y intéresser. Et donc là, vous pouvez trouver où est le problème dans le code. Et hop, on va faire rule description donc pour voir le problème en détail. Et donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'une balise to do, donc un commentaire to do, c'est réalisé par les développeurs qui ont prévu d'y mettre du code plus tard. Donc de réaliser une fonctionnalité plus tard. Donc c'est pour ça qu'ils se mettent une balise to do pour lorsqu'ils lisent le code, ils se disent ah j'ai ma fonctionnalité à implémenter, hop je vais le faire. Mais le problème, ce qu'on nous dit là dans le rule description,
c'est que bah, souvent les développeurs, ils oublient d'implémenter la nouvelle fonctionnalité. Et donc le commentaire to do, il reste. Et donc en fait, la sévérité de info, elle permet de suivre ces balises to do par exemple. Et du moment que le to do, il est toujours présent, tant que le développeur ne l'a pas supprimé, ça veut dire qu'il n'a pas fait sa fonctionnalité. Et donc elle va rester dans la liste des rapports, la liste des problèmes. Donc si par exemple je suis là, je suis développeur, j'ai plein de problèmes et hop, je vois un degré info, j'y jette un œil et je vais ah oui, j'ai complètement oublié de faire cette fonctionnalité. Donc voilà, c'est une sorte de rappel. Donc là par exemple, je suis dans ma méthode main. Donc ce que je peux faire, je supprime ma balise et j'implémente du code. Par exemple, int a égale 12, c'est tout bête, hein. Hop, si je refais l'analyse de mon code, et ben vous voyez qu'il n'y a plus le problème. On l'a bien enlevé. Il suffit juste d'enlever le to-do. Donc c'est une balise de type info. C'est juste pour vous donner une information de quelque chose que vous avez oublié ou de ce genre-là. Donc ensuite, on a les problèmes avec le degré de sévérité minor. Donc c'est celui qui est avec la flèche verte. Et on l'a vu dans le tableau, c'est celui qui a l'impact le plus faible sur la qualité du code. Donc on va s'intéresser à celui-ci pour l'instant. Donc là par exemple, on voit que je viens de faire une analyse du code récemment. Et donc là, on nous dit que ce problème, il est récent. Donc il date de quelques secondes. Contrairement à celui qui date de 42 minutes. Donc je vais m'intéresser à celui-ci. Donc je vais aller voir où il est. Donc il est présent ici dans mon code. Et hop, on va lire la description de la règle. Donc là, si on fait attention, on retombe sur la règle qu'on a vue sur le site tout à l'heure. Donc une méthode, le nom d'une méthode doit respecter une certaine convention de nommage. Donc c'est-à-dire que la première lettre ne doit pas être une majuscule mais une minuscule. Si je dois vous donner un exemple d'autres conventions, c'est par exemple deux logiciels tels que Eclipse et Discord. Pour la sauvegarde, ils ont tous les deux le raccourci CTRL-S. Mais rien n'interdit d'avoir un raccourci P plus S. C'est juste que eux, ils respectent une convention, c'est-à-dire garder la certaine habitude des utilisateurs. Bah, nous ici, une convention dans le milieu de la programmation, c'est garder l'habitude d'une certaine expression régulière pour les noms de méthode, d'une certaine expression régulière pour les noms de variables, etc., etc. Donc une convention, en soi, c'est pas une erreur, c'est pas relevé par le compilateur, c'est pour ça que c'est très faible. Mais on doit quand même le respecter pour faciliter la lisibilité du code lorsqu'on la donne à un autre développeur. Donc là, pour régler le problème, c'est tout bête. Hop, on met le G en minuscule, comme on a dit, on sauvegarde, je refais l'analyse. Donc, on va aller voir ici, SonarLint, hop, analyse. Donc là, on clique oui. Et donc là, on voit que le problème, il a disparu. Ensuite, on va venir voir un problème avec un degré de sévérité majeur. Donc là, c'est un problème qui commence à être important et qu'il faut vite traiter parce que ça peut amener à certains problèmes. Donc, par exemple, si je vais sur ce problème, donc je vais voir la ressource. Donc on voit que c'est la classe Java, la classe board.java, donc c'est pas celle dans laquelle je suis actuellement. Donc hop, on nous amène sur cette ligne. D'ailleurs, un petit aparté, si vous avez fait attention ici, on a une petite ampoule. Et cette petite ampoule, en général, elle est en face des lignes pour lesquelles les lignes sont soulignées en jaune. Donc ça, ça relève d'un problème euh, du plugin. Donc hop, si on va sur l'ampoule, on peut voir Open Description of Rule. Donc là, on peut clairement trouver, on va clairement être amené directement dans cette fenêtre-là. Mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez également régler le problème. On vous propose de régler le problème ici directement. Donc ça vous évite de passer par les étapes et de directement faire la solution de façon automatisée. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Donc hop, nous on va retourner dans notre rapport. Ce qu'on va faire, on va aller voir donc GoToResource, il est ici. Hop, on va aller voir la description de la règle. Et donc là, si on lit le nom de la règle, on nous dit que le champ ici qui est en privé, il est inutilisé. Donc, il doit être supprimé. Et ouais, si on fait attention, donc moi j'ai pas implémenté les méthodes,
Mais si on regarde bien, ce champ-là, je l'utilise nulle part ici. Donc il sert strictement à rien. Et donc ce qu'on nous dit, c'est qu'on doit le supprimer. Donc si vous regardez bien ici dans l'exemple du code non conforme, on a un champ private foo ici qui est utilisé nulle part. Ici on n'utilise que A. Donc la solution, bah, c'est clairement de le supprimer. On garde que cette partie-là du code. Donc on va le faire. Hop, on supprime, on sauvegarde, on revient là, on fait une analyse. Et donc là, si on regarde le rapport, on n'a plus le problème. Là, on a le même pour gRift, donc on peut le supprimer également, c'est le même type de problème. Si je réanalyse, les deux problèmes, ils seront plus là. Voilà, vous voyez, il y a deux erreurs en moins dans la classe board. Alors ensuite, on a les problèmes de type critical. Donc là, c'est des problèmes qui sont quand même assez balèzes. Ça peut amener à des vrais problèmes lors des projets. Par exemple, si je prends celui-ci, hop, tray, donc je peux aller directement voir d'ailleurs par le biais du soulignement la description de la règle. Donc si je vais là, on me dit qu'une méthode ne devrait pas être vide. Et donc là, on nous dit pourquoi une méthode ne possède pas de corps. Quelles sont les raisons? Donc alors souvent on nous dit que c'est le développeur qui oublie tout simplement de l'implémenter, mais que ça peut être aussi fait exprès. Donc le développeur il a fait en sorte que la méthode n'ait pas de corps, mais dans ce cas-là, s'il veut pas que la règle, que le problème soit relevé par SonarLint, il doit mettre un commentaire dans le corps de la méthode. Un autre moyen, c'est de capturer l'exception suivante qui dit que la méthode n'a pas de corps. Donc si on oublie de mettre l'exception, si on oublie de mettre le commentaire, bah forcément SonarLint lui il va relever l'erreur. Donc pourquoi c'est un problème de type critical? Donc on ne nous dit pas vraiment pourquoi critical est un problème de haut niveau, mais on peut s'en douter parce que par exemple ici, une méthode ne doit pas être vide. Bah oui, parce que si vous en avez une, ça va. Mais si par exemple, dans mon programme, je crée 15 000 méthodes vides, bah je vais allouer 15 000 méthodes qui servent à rien, tout simplement. Et ça, bah dans un projet, ça fait beaucoup de mémoire perdue. Donc oui, c'est un problème critique. Donc il faut le régler très vite. Contrairement à un problème de nommage comme on a vu tout à l'heure avec la première lettre qui est en majuscule, ça influe en rien sur, sur sur la bonne exécution d'un projet. Donc là, bah, ce qu'il nous reste à faire, c'est par exemple bah, d'implémenter le corps de la méthode. On pourrait mettre un commentaire comme on nous le dit ici. Donc si vous voulez dire que la méthode ne fait rien parce que, bah lui, SonarLint, du moment qu'il se dit, hop, t'as mis un commentaire dans une méthode qui est un corps vide, bah hop, c'est bon, on relève pas l'erreur. Et nous, on va carrément l'implémenter. Donc faut pas regarder du tout le sens de mon programme, il a aucun sens. Je l'ai vraiment fait très vite et pour réaliser le tuto. Donc là, on va juste afficher les deux valeurs qui sont passées en paramètres. Pardon, j'allais faire une grosse bêtise. Hop, euh, hop là. Voilà. On sauvegarde. Et donc là, au lieu de revenir analyser tout le projet qu'on a fait, on peut bah, juste venir analyser le fichier board. Donc là, hop, on analyse et on voit que dans le rapport SonarLint, et bah, on n'a plus le problème qu'on avait tout à l'heure. On n'a plus le méthode empty. D'ailleurs, ici non plus, il n'est plus. Alors par contre, il est toujours souligné, ça c'est bizarre. Là, on nous dit qu'on a toujours le problème, et pourtant il est plus dans la liste. Donc ça, je pense que c'est un bug au niveau du plugin, qui soit souligné alors que le problème n'est plus là. Donc bon, du moment qu'on a réglé le problème, bah c'est bon. Donc le tuto touche à sa fin. Vous êtes maintenant capable d'utiliser le plugin SonarLint. Vous avez compris qu'il y avait 5 fenêtres, qu'on nous donnait un rapport des bugs, qu'on pouvait repérer où était le bug ou un autre problème dans le code. Et vous avez compris qu'il fallait suivre une procédure donnée par la description des règles pour résoudre vos problèmes.
Donc ça sera toujours la même chose, la même procédure à suivre pour n'importe quel problème. Donc concernant le problème de type bloqueur, on l'a pas vu parce que j'en ai pas dans mon code. Donc si vous voulez le voir, vous pouvez toujours utiliser le site ici, que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui répertorie toutes les règles en fonction des langages. Nous, on va plutôt s'attarder sur un dernier petit truc que je voulais vous montrer. Si on va par exemple sur cette règle-là, si je descends, on voit sur où est-ce que cette règle est disponible. Et donc là, on voit que bah SonarLint, il n'y est pas. Sur cette règle-là, je viens de changer, SonarLint, il l'implémente. Il est capable de relever ce problème. Si je vais sur celui-là, il en est incapable. Donc si vous avez ce problème-là dans votre code et que vous utilisez SonarLint, bah il va pas vous le relever. Du coup, ça peut poser problème lors du développement de votre projet. Et c'est là que apparaît justement SonarCube. Donc SonarCube en fait, c'est un serveur distant qui permet d'héberger des projets. Donc ça peut être en équipe, ça peut être en équipe ou même tout seul. Et en fait, SonarCube, il définit un nombre de règles beaucoup plus élevé que SonarLint. Et vous allez pouvoir les choisir, ces règles. Donc, par exemple, si j'ai un projet, je sais pas, je dis n'importe quoi, qui gère un GPS sur des voitures, lorsque je vais implémenter mon projet, au moment où je vais le mettre sur SonarCube, je vais choisir quelles règles je vais vouloir utiliser. Donc, ce qui n'est pas possible sur SonarLint. SonarCube, c'est pas une extension, c'est vraiment un serveur, c'est quelque chose de plus poussé, qui permet plus de choses, qui utilise également ses propres plugins à lui comme FindBugs. Donc FindBugs, ça permet de trouver des bugs dans le programme. Donc si ça vous intéresse, il y a beaucoup de docs disponibles, même en français. Voilà, voilà. Et donc ce que je voulais dire, un dernier mot sur SonarLint. Donc comme je vous ai montré, SonarLint, ça permet de trouver du code mort. Donc par exemple, le code mort, c'est les champs qui n'ont pas été utilisés. Ça permet également de trouver le trop plein de commentaires. Donc si on a trop plein de commentaires dans le code, ça permet de trouver des bugs donc, qui posent problème au bon déroulement du programme, ou comme les méthodes vides, ou ça permet encore de trouver le non-respect des standards. Donc par exemple, si on ne respecte pas les conventions de nommage comme on l'a fait avec la majuscule et la minuscule dans le nom d'une méthode. Donc voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.